Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Les hommes aussi, où on met en avant ces parcours d'hommes qui vont nous montrer un petit peu leur vulnérabilité, où on va parler de santé mentale sans tabou, avec mon invité aujourd'hui qui s'appelle Jean-Michel Host, qui est coach et formateur en entreprise. Bonjour Jean-Michel. Hello Marline. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Ouais, j'ai la pêche. Ah bah, Merci. tant mieux, parce que j'espère qu'on va donner la pêche ensemble à nos auditeurs aujourd'hui, toi et moi. C'est ça l'objectif de cet épisode. Alors, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, et comme je disais, qu'on parle un petit peu de ton parcours, qu'on parle un peu de santé mentale, qu'on parle de Ouais, vulnérabilité, j'adore utiliser ouais. ce petit terme, euh, je te propose un petit jeu. Donc, je te dis red flag par red flag, Ça roule. et tu peux développer, mais un petit peu. Ça va. Je vais essayer de rester concis alors. On aime bien les réponses concises au début d'épisode et puis après on aime bien les réponses très longues, Ça va. évidemment. Donc, si je te dis prendre un petit temps de recul, un petit temps pour soi, pour savoir ce qu'on veut vraiment, red flag ou pas red flag ? Alors, c'est pas du tout red flag et je dirais même que le red flag, ce serait de ne pas le prendre ce temps pour soi. J'adore. Dire je suis un homme et un homme ça ne demande pas de l'aide. Red flag ou pas red flag ? Alors, un homme qui ne demande pas de l'aide, c'est red flag, mais j'ai un petit sourire en le disant parce que j'ai moi-même beaucoup de mal à me l'appliquer. Ouais, et on va en parler dans cet Oui, je épisode pense, oui. de ce fameux demander de l'aide qui est Ouais. assez compliqué pour beaucoup de monde, hein. Je pense que c'est pas spécifique qu'aux hommes, mais à mon avis, c'est peut-être encore un peu plus dur pour les hommes. Donc ça, on va en discuter. Rester dans un job qu'on déteste ou dans lequel on se sent pas bien, juste parce que on a peur de se retrouver sans emploi. Red flag ou pas Oui, red ça, c'est flag ? red flag total. Total. Et moi-même, je l'ai vécu à certaines reprises parce que j'avais un certain nombre de croyances aussi qui me disaient: «Tu dois absolument rester là, même si tu es pas heureux». Mmh. Typiquement, c'était la peur à un moment donné d'avoir trop de lignes sur mon CV et qu'on me dise: «Mais en fait, tu es pas quelqu'un de fiable, tu es pas quelqu'un de stable» et que ça puisse mettre un frein à ma carrière. Et typiquement, quand je débarquais dans une boîte et finalement, je me rendais compte assez vite que c'était pas pour moi. Je me disais: «Ouais, mais attends, ça fait que quelques mois que tu es là, si tu pars, on va dire que tu es pas quelqu'un de confiance» et donc j'ai Mmh. eu ce sentiment plusieurs fois et donc ouais, c'est compliqué d'aller contre ça. Mmh mh. Eh ben, on va en parler, aussi dans cet Ouais, épisode de ce volontiers. côté de tiens justement, comment je fais pour changer, pas Mmh. trop changer et cetera. Mais avant qu'on rentre dans ces petites questions-là, je te propose que tu me dises qui tu es, Ouais, Jean-Michel, en 3 phrases. OK. Waouh, tu me challenges là. Oui. Alors attends, je vais réfléchir un petit peu, hein, pour pas dire de bêtises. Alors, en fait, je suis un ancien malheureux au travail qui s'est enfin épanoui. Mmh. En deuxième, qu'est-ce que je dirais? Que la mission que je me suis donnée, c'est de contribuer au bien-être professionnel de tout un chacun. Mmh mh. Parce qu'en fait, je suis finalement convaincu que c'est, dans l'intérêt de tout le monde, entreprise compris, même notre économie au sens, général. Mmh. Tu en as Voilà. fait 2 là des phrases. Ah bah, finalement, c'est bien Finalement, 2 c'est bien. phrases, voilà. Non, mais j'adore cette présentation et j'aime beaucoup, et j'avais envie de le tester avec toi. C'est la Mmh. première fois que je le formule comme ça et où je te dis: «Dis-moi qui tu es», plutôt que de te dire: «Présente-toi», et Mmh. j'aime bien parce que tu as vraiment pris ce pli que j'avais envie de voir si ça allait marcher ou pas, de Mmh. finalement, je dis pas: «Ben, je suis coach, formateur, je fais ceci, cela dans la vie». Tu t'es vraiment décrit avec, tu Ouais. vois, un autre regard, et Mmh. ça, j'aime beaucoup donc Bah, disons que ce que je fais est intimement lié à qui je suis, hein. ouais, ouais, c'est ça. Mais Voilà. je trouve ça intéressant de Ouais. finalement se présenter, peut-être pas forcément toujours que sous le prisme de son travail. Tiens, d'ailleurs, est-ce que se présenter par rapport à son travail, c'est une posture que toi, tu as souvent adoptée ou pas? Bah, oui, 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 très souvent, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, bah, j'avais, la croyance que le fait d'avoir des fonctions de direction et cetera, bah, Mmh. c'était quelque chose, qui en soi était un aboutissement et donc Mmh. je mettais plus ça en avant que qui j'étais vraiment
Surtout que, quelque part, je n'étais pas moi-même à l'époque ouvert à mes propres émotions. Donc, parler ouvertement tel que, je l'ai déjà fait là dans ma présentation, c'est quelque chose qui faisait pas partie de mon monde Ouais, en fait. ouais. Et on va parler du coup de qu'est-ce qui enfin de ce chemin qui, Ouais, t'a permis justement de ouais, pouvoir m'en parler, comme ça aujourd'hui. ouais. Donc toi, tu as, un parcours où tu as grandi dans une ferme. Ça, c'est quelque chose que tu m'as expliqué en Mmh. off et où tu m'as dit, ben, le travail était central, la place du travail Ouais. était centrale, dans ton éducation. Donc j'aimerais bien un petit peu que tu nous expliques, la vision que tu avais du travail, cette éducation que tu as eue dans la ferme et comment ça a conditionné ta vision du travail, en fait, quand tu es rentré Mmh. toi-même dans ce fameux monde du travail. Ouais. Bah, écoute, tout simplement, bon, ma mère travaillait à Bruxelles, elle se levait très, très tôt, donc je la voyais pas le matin et je la voyais relativement tard le soir. Parce que bon, nous on habitait dans la campagne namuroise, enfin j'habite toujours d'ailleurs, et donc ça veut dire qu'il y avait pas mal de trajets Mmh, et finalement, mon père, je le voyais très peu également parce que, il se levait tôt, parce qu'il y avait des bêtes qu'il fallait soigner, à l'époque, il faisait encore du lait, donc il fallait aller traire assez tôt et cetera et puis, il y avait du travail jusque assez tard le soir. Donc finalement, je le voyais, assez peu mais j'ai baigné dans cet environnement dans lequel, en fait, finalement, il faut travailler et le travail, quelque part, c'est la vie. mmh, Voilà et donc inévitablement, ça a développé chez moi, aussi cette conscience de l'importance de pouvoir travailler. Mais ce que j'avais quand même remarqué aussi, c'est que finalement, chez mon père, c'était un métier passion et comme chez beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs mmh, et donc j'avais aussi, finalement, dans l'esprit que, naturellement, ce que j'allais faire, ça allait être quelque chose qui allait me plaire, j'allais me sentir bien, il y avait toujours ce côté en disant, je me souviens la seule question que j'avais chaque fois que je revenais avec le bulletin: «Et alors, tu es 1er?» Hein, ça, c'était le truc qui était important. mmh, Donc ça a développé un soi parfait, assez fort chez moi. mmh, Mais c'était l'idée de dire, en fait, voilà, en bossant bien à l'école, tu vas, pouvoir t'ouvrir un maximum de portes et surtout ne pas enfermer pour pouvoir faire ce que tu veux. Et donc, j'avais la croyance que en allant faire des études universitaires, et cetera, j'allais pouvoir arriver dans un job et faire, vraiment entre guillemets «ce que je voulais» ou en tout cas mmh. d'avoir pas mal de liberté et de contrôle et que, naturellement, j'allais m'y plaire. Et c'est là que je me suis ramassé la grosse première claque, en fait, parce que, finalement, je suis resté malheureux en tant que salarié pendant 16 ans, quoi. Waouh! C'est long 16 ans. Oui, c'est C'est très long. long 16 C'est ans, très, très long. Ouais, 16 ans, et dans ton parcours, dans ces 16 ans, tu as fait 6 emplois ouais, différents et on le disait justement en introduction, il y a eu un peu ce truc de se dire: «Bah, qu'est-ce que ça va un peu donner comme image de moi?» ce truc de changement tout le temps et tout ça. oui. Comment ça a conditionné aussi tes choix peut-être et tes changements, Disons que, bon, voilà, malheureusement, pour le premier boulot, ça s'est très mal passé parce que j'étais, limite burn-out, en 8 mois, Ouais. Tu et avais quel finalement âge à ce moment-là? donc là, j'avais 23 ans. Ouais. J'avais 23 ans et je pense que finalement, quand ils m'ont mis dehors, c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire à ce moment-là parce que Mmh. sinon, je me serais mangé le mur, à pleine vitesse, même s'il m'a fallu quand même un certain temps pour arriver à reprendre confiance en moi et cetera. Mmh. Mais bon, il se fait que j'ai eu certains choix de carrière où, en définitive, je prenais, un peu dans l'urgence et donc sans vraiment savoir si j'allais m'y plaire ou pas et fondamentalement, bon, je pense que c'était encore un peu la mentalité de la génération de mes parents et je crois que j'avais un peu absorbé en moi. Il y avait pas de question de: «Est-ce que tu te plais ou pas?» Tu bosses et puis c'est tout. Mmh. Voilà, et donc je m'étais pas posé ces questions. J'avais encore énormément de 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 points dont moi-même je n'étais pas conscient sur ce dont j'avais besoin pour pouvoir être épanoui dans le travail et ce genre de choses. Et donc je me suis jamais posé les bonnes questions et je Mmh. les ai jamais posées non plus quand j'ai des interviews. Donc, c'est vrai que, j'en ai voulu à certains employeurs, mais avec le recul que j'ai maintenant, finalement, j'étais aussi responsable qu'eux parce que Mmh. je peux pas leur en vouloir de ne pas m'avoir donné des choses que j'ai pas demandées. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est en fait, parfois on n'est pas bien parce qu'on n'a Mmh. pas identifié soi-même ses propres, Ouais. besoins et est-ce que c'est dur d'en parler quand tu es un homme et quand on a une posture, d'homme aussi, tu vois, par rapport à ton contexte familial, à ton éducation? Est-ce que du coup, dire à tes parents ou dire à tes proches, «Je me sens pas bien dans ce job» ou «Je suis en train de m'épuiser», est-ce que ça, c'est quelque chose qui est difficile? D'autant plus peut-être quand tu es un homme ou pas spécialement? Alors je dirais que, par exemple avec mon père, ce genre de conversation, c'est quelque chose qui reste compliqué parce que, Mmh. lui n'a pas fait ce travail au niveau des émotions Mmh. que moi j'ai fait. Bon, il y a des histoires dans sa vie qui ont fait qu'il a dû se mettre une énorme carapace, très, 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 très jeune. Ouais. Et donc cette carapace, je pense qu'elle va rester là,
jusqu'au bout pour lui. Donc ce genre de conversation avec lui, c'est compliqué et globalement, bah, vu que, étant petit, j'ai dû quand même beaucoup me «débrouiller seul» entre guillemets, hein, puisque, bah, Mmh. mes parents n'étaient pas fort disponibles de par leur métier. Bon, il y avait ma grand-mère qui habitait à côté, qui venait donner un petit coup de main, surtout quand on était plus petits. Mais avec ça, j'ai développé aussi un bon, je parlais du soit parfait, bah, un driver qui est soit fort, Mmh. mais dans le sens débrouille-toi seul. Ouais. Donc chez moi et ça reste quelque chose d'encore assez compliqué, même si j'en suis conscient, le fait d'aller chercher de l'aide Mmh. et voilà, je dois vraiment me faire violence pour accepter d'aller chercher de l'aide. Et donc globalement, dans ma carrière, bah, c'est toujours là: «Ouais, non, non, ça va» et cetera et pas trop parler de ce qui se passait, parce que j'avais pas envie de passer, bah, pour un pleurnichard ou pour, un gars qui est éternellement insatisfait et j'avais plus envie d'essayer d'aller chercher des choses positives ou simplement de pas parler quand ça n'allait pas, quoi. J'aime bien que tu dises, «J'avais pas envie de passer pour un pleurnichard ou pour quelqu'un Mmh. qui est, jamais satisfait». Est-ce que ça, du coup, le fait de changer de job, plus souvent ou de pas oser changer de job justement, est-ce que c'était une parce que tu avais peur justement d'avoir que les gens aient cette vision-là de toi? Alors, j'avais effectivement énormément de peur puisque bon, bah, il se fait que, bah, le premier job, je le disais, il s'est terminé très rapidement. Bon, le suivant, c'est resté plus longtemps. Enfin, les 2 suivants sont restés un petit peu plus longtemps, mais bon, c'était quand même dans un cadre instable, j'étais sur des fonds extérieurs, donc je savais de toute Mmh. façon que ce serait pas pour ma carrière et puis il se fait que j'ai eu, bon voilà, j'ai tenté deux trois trucs, qui sortaient peut-être un petit peu du cadre de ce que je pensais initialement pour tester, où ça n'a pas forcément fonctionné donc c'est vrai que finalement, je me suis trouvé quand même avec, bah, pas mal de changements et je me souviens en 2014, donc ça faisait, allez 11 ans que je travaillais. À ce moment-là, j'étais, face à un employeur potentiel et qui m'a dit, «Ouais, mais en fait, moi je vois, vous restez, 2-3 ans, parfois seulement quelques mois chez vos employeurs. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de stable?» Donc Mmh. je lui dis: «Ouais, attends, j'ai 33 ans, c'est à cet âge-là, on me demande déjà si je suis quelqu'un de stable, j'ai encore 30 ans à bosser». Mmh mh. Donc là, directement, j'ai eu des warnings qui sont venus. Je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ici? Comment ça va se dérouler?» Et donc oui, c'était très compliqué de gérer, cette situation-là. Et en fait, parce qu'en vrai, moi, je le vois, tu vois, cette nouvelle génération, elle a envie de changement, elle a envie de Mmh. bouger, elle a envie de faire, une carrière qui est pas du tout linéaire et de justement, bah, cumuler les emplois et que ce soit tout à fait OK de rester 2 ou 3 ans dans un job. Il y a plus cette mouvance-là, et donc quelque part, toi, à l'époque, tu t'es remis toi en question, plutôt que remettre la question de l'employeur en question? Ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en me rendant compte dans un énième boulot que finalement, j'allais pas pouvoir tenir comme ça jusqu'à la pension, ça c'était vraiment le la Ouais. phrase que j'avais en tête. À un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste pas possible. En fait, tu es juste un fainéant, tu aimes pas bosser, quoi». Donc je me Mmh suis mh. hyper dévalorisé, Ouais. alors que fondamentalement, c'est pas que j'aimais pas bosser, je bossais quand même beaucoup, j'avais même eu un job complémentaire, enfin, en tant qu'indépendant complémentaire pendant 6 ans, donc on peut pas dire que j'aimais pas bosser, mais j'en étais arrivé à me dévaloriser de cette manière-là, en disant que finalement le problème c'était moi. Alors que finalement, bah, c'était plutôt dans les interactions et dans les choix et donc plutôt dans le système qui était mis, Mmh. en place, que ça matchait pas, quoi. C'est fou parce que, tu vois, en fait, tu as quand même des mots assez durs envers toi-même, tu vois? Mmh mh. Je dis: «Ouais, j'ai l'impression que j'étais un fainéant». Ouais, Moi, je trouve ça dur et je trouve ça hyper triste qu'on arrive à se dévaloriser jusque-là, alors qu'en fait, bah, non, tu aimes travailler, c'est juste qu'on n'est pas tous formatés pour le même système ouais, et que, bah, on a besoin tu vois, d'un système qui est différent. Peut-être on n'a pas tous les mêmes besoins et il y a des gens qui aiment le cadre, il y a des gens qui aiment l'autonomie, il y a des gens qui ont ouais, besoin d'être indépendants, des gens qui ont besoin d'être en ouais, c'est société. clair. Ça a été quoi ton déclic? Alors, bah, écoute, mon déclic, ça a été le seul moment où j'ai enfin pris le temps de me poser et de réfléchir un peu, c'était pendant le premier confinement. Mmh. Donc c'est-à-dire que, bah, j'avais jamais pris le temps de vraiment me poser et de réfléchir parce que, bah, métro, boulot, dodo et puis, Mmh. bah, les enfants le soir en bas âge et cetera et donc je me suis, quelque part mis de côté. Et puis est arrivé le premier confinement et bah, comme je travaillais dans le secteur automobile à l'époque et qu'on ne réparait pas des voitures, en télétravail, Oui, c'est plus et compliqué. donc que mes équipes ne travaillaient pas, ben, moi j'avais rien à faire, donc j'étais en arrêt économique. Ouais. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là,
j'ai pris énormément de bon temps, avec les enfants à la maison. On avait eu le temps un temps qui était magnifique d'ailleurs, je me souviens. On était beaucoup dehors à jouer ensemble et donc je me suis dit: «Mais en fait, finalement, la vie que j'ai eue jusqu'ici, c'est pas ça la vie, quoi». Mmh. Donc ça a été un déclic et je me suis dit: «Bah, voilà, Jean-Michel, tu es conscient que tu vas pas pouvoir tenir comme ça encore, pendant un peu plus de 25 ans. C'est le moment de réfléchir. Ouais. Là, tu as plus d'excuses, il y a plus d'échappatoire, il y a plus de trucs». Et donc, je me suis posé et puis j'ai fait tout ce cheminement, quoi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis de là, tu as le temps et donc à ce moment-là, bah, tu as plus, l'occasion de «tergiverser» entre guillemets. Est-ce que tu crois que cette routine métro boulot dodo, elle nous empêche de penser par nous-mêmes? Ben oui, parce qu'en fait, tout va tellement vite dans tous Mmh. les sens qu'à un moment donné, il y a plein de choses qu'on voit plus. Et je prends souvent la métaphore, en termes de comparaison de la vitesse quand tu conduis. Ouais. Au plus tu vas vite avec ton véhicule, au moins tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu vois plus que devant, en fait. Ouais. Donc tu perds toute ta vue périphérique. Eh bien, quelque part, pour nous, êtres humains, c'est la même chose. Au plus notre vie va vite, au plus finalement on a des œillères et ne voit plus qu'un certain nombre d'éléments devant soi, Mmh. et on va avoir tendance à s'oublier et finalement ne plus arriver à prendre cette vue d'hélicoptère, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais que la vitesse, c'est notre pire ennemi aujourd'hui dans la société? Alors, je ne sais pas si c'est le pire ennemi, c'est certainement un de nos gros ennemis, Mmh. parce que, à côté de ça, il y a aussi le fait d'être, potentiellement trop inconscient de nous-mêmes. Mmh. Et donc de ne pas vraiment savoir qui on est, ce dont on a vraiment besoin pour se Mmh mh. sentir bien, quelles sont les valeurs que ça sous-tend derrière, et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir satisfaire ces valeurs? Comment on fait pour, se connaître? Alors, moi, j'ai fait un gros travail de développement personnel, Ouais. hein, donc dans une de mes fonctions, j'avais à l'époque découvert le modèle Insight Discovery, j'avais été formé sur ce modèle-là en tant que jeune manager. Tu sais, expliquer un peu pour les auditeurs ce que c'est en Oui, quelques mots? en gros, l'idée, c'est de dire bon, c'est basé sur des travaux, tout à fait scientifiques, hein, de Carl Jung, qui était donc un élève de Ouais. Freud. Et donc l'idée, c'est de dire qu'on a des préférences comportementales qui sont sur base de critères. Je ne vais pas rentrer dans Ouais, les ouais. détails, mais en gros, quand je commence une formation sur le modèle Insights, j'invite tout le monde à croiser les bras. D'ailleurs, tu peux le faire aussi, ce ne sera pas très visuel pour les gens qui nous écoutent, Allez, je vais le hein, mais faire. Je voilà. croise les bras. Voilà, tu croises les bras, globalement, tu te sens bien, mais si je te demande de croiser les bras 100 fois, tu feras 100 fois de la même manière. OK. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent faire le jeu aussi pour ce qui va suivre. Parce que maintenant, je vais te demander de croiser les bras à l'envers. Attends, parce que là, moi, je suis en session test, là, j'avais pas du tout Ouais, non, non, mais vu ça. c'est juste un petit truc pour illustrer ce que je vais dire derrière. Je dois Mets tes bras à l'envers, maintenant tu les croises dans l'autre sens. Alors, je mais te je vois que sais tu pas réfléchis. mais oui, je sais pas. Attends, Kat, je me suis mise comme Donc ça voilà, tu réfléchis, donc tu et mets les donc bras dans l'autre sens, comme ça? par exemple. Comment tu te sens là? Pas du tout bien. Pas bien, hein? Je vais pas te torturer, tu peux décroiser les bras. C'est pas Alors, confortable du tout. J'invite les auditeurs à faire exactement, ouais, le petit jeu aussi, que tu viens de me faire faire parce que d'ailleurs. ça amène des prises de conscience. Mmh. En fait, dans le modèle Insight, ce qu'on dit, c'est qu'on va décrire tes préférences, c'est-à-dire ce que tu vas faire en mode pilote automatique. OK, C'est-à-dire, quand je te demande de croiser les croiser d'une certaine c'est manière. ça. Ouais, Sauf que tu as été capable de croiser les bras à l'envers, même si c'était pas confortable pour toi. ouais, Et donc ça, c'est dans tout ce qui est dans ce modèle-là, si tu veux, c'est de dire, voilà, toi, naturellement, et en mode pilote automatique, quand tu vas pas réfléchir, tu vas te comporter toujours de cette manière-là, ouais. mais regarde, tu es capable de t'adapter. Et ce sera pas toujours confortable, ça va demander des efforts, et tu pourras peut-être pas faire ça trop longtemps dans la durée parce que ça va te mettre sous stress, Ouais. mais en fait, ça, c'est tout le modèle. Et donc, ça m'a fait d'énormes prises de conscience, évidemment, et ça, c'est ce qui m'a amené sur un cheminement progressif de développement personnel Mmh. et que j'ai continué, une fois que je me suis lancé, comme indépendant, en me formant au coaching, notamment. Ah, j'adore ce modèle parce que, moi, je suis pas fan des trucs par exemple, tu vois, le disque, je sais pas si tu vois? Donc Oui, c'est c'est vraiment un modèle concurrent, hein. c'est les 4 couleurs. Beh, Ouais, j'ai toujours tendance à me dire: «J'aime pas les modèles qui mettent trop les gens dans les cases», oui, parce que les gens ont du mal à en sortir justement. voilà. Tu vois? Mais Que ça, c'est si quand on l'explique mal. oui, Donc, Disc, c'est un concurrent direct, d'Insight, donc ouais, on a les mêmes couleurs présentées globalement avec les mêmes éléments. Mais justement, si effectivement tu dis à quelqu'un: «Toi, tu es rouge», là, tu mets quelqu'un dans une case. oui et c'est Si c'est par souvent ce contre, qui se passe en entreprise. voilà, Tu où les le gens nombre comprennent de mal, fois que j'ai entendu: «Ouais, mais de toute façon, mon boss, il est rouge, donc ouais, mais non, lui, c'est ça une sert à grosse rien de lui bêtise. parler». C'est ouf quand C'est même. soit que ça a été mal enseigné, soit que ça a été mal compris. Oui.
Mais en fait, quand je le présente et pour ça, moi, je fais toujours ça en introduction, c'est dire: «En fait, non, tu es pas ceci ou cela. Ouais, Tu as des préférences et tu es capable d'en sortir quand c'est ouais, nécessaire». ouais et ça, je trouve que c'est une manière de le présenter qui est vachement plus intelligente parce que ça montre aux gens, en fait, oui, ce sera hors de ta zone de confort, mais en Ouais. fait, on est tous capables d'avoir ces comportements parce que moi, je suis convaincue quand tu vois les 4 couleurs du disque, Mmh. on les a tous. Oui, Tous. mais bien sûr, on a les Et 4 en en fait, nous, c'est mais dans hyper à des niveaux adaptatif. différents. Voilà, c'est ça et en fonction de la personne, en fonction du contexte, tu vas utiliser ou Exact, mobiliser telle ou telle couleur, quoi donc exact. ouais, j'aime beaucoup ce petit exercice, merci, Avec plaisir. merci pour ce petit exercice et donc du coup, toi, ton chemin, ça a été bon, donc ça t'a Oui. aidé, tu as eu des déclics par rapport à ça. On parlait tout à l'heure de ta difficulté à demander de l'aide, qui est toujours en Mmh. cheminement, mais je crois Oui. qu'on est toujours tous en construction, jusqu'à la fin de nos vies de toute façon. Mais, tu parlais des drivers, tu parlais de «Sois fort, sois parfait», Mmh. donc qui sont des drivers qui étaient vraiment très présents chez Ouais. toi. Est-ce que ça, tu as pu les déconstruire? Est-ce que c'est l'inside? Est-ce que c'est d'autres choses qui t'ont permis de déconstruire un peu tout ça? Alors, c'est-à-dire qu'en soi, les drivers, on n'a pas forcément besoin de les déconstruire parce que c'est pas qu'ils sont mauvais, Ouais. hein, on a tous des drivers en nous. Ce qui peut par contre être mauvais, c'est le niveau de ton driver. Et donc c'est qu'il soit trop élevé. Mmh. Donc le driver, c'est ce qui va te motiver, c'est ce qui va te faire que tu vas te lever le matin, Ouais. c'est ce qui va faire que tu vas te mettre en mouvement, donc c'est hyper positif. Le tout, c'est son excès, c'est comme dans tout. Mmh L'excès mh. du temps tout, bah, c'est la même chose pour tes drivers. Et donc c'est vrai que, bah, ça reste un challenge, quotidien pour moi. Mais c'est vrai que tout ce trajet de formation que j'ai eu en coaching, bah, avant de pouvoir moi-même, accompagner des personnes, bah, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir justement au monde des sentiments, à mieux comprendre ce qui se passait, Mmh. quelque part sous le niveau de l'eau, hein, si on considère qu'on est un iceberg. Mmh. Et d'arriver à faire, le lien entre, bah, ces émotions, les besoins qu'il y avait derrière et à quelle valeur chez moi c'était lié et quelle est la hiérarchie de valeurs qu'il y a derrière. C'est ça. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on fait en coaching et qui peut vraiment aider les gens, surtout les gens, bah, pressés, qui prennent peu de temps pour eux, Mmh mh. et ça permet parfois de se dire: «OK, je prends enfin un peu de temps pour moi, quoi». Mmh. C'est important, je pense, de prendre du temps pour enfin, moi, je trouve que c'est nécessaire. Ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que parce que souvent, tu vois, quand je parle avec des hommes, justement, qui ont un peu déconstruit le modèle, et le côté, «Sois fort, sois un homme, tais-toi, n'accepte pas tes émotions» et cetera. Il y a toujours un peu ce truc de bah, j'ai pas trop dû déconstruire parce que en fait, j'ai été éduquée par, Mmh. une mère, qui m'a donné l'espace pour le faire et cetera et donc tu vois, il y a un truc dans l'éducation, beaucoup et là, ici, ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que c'est pas tellement l'éducation parce que justement, ça t'a plus forgé dans l'autre sens et que c'est plus par toi-même que tu as déconstruit, en fait. Oui, donc c'est-à-dire que de toute façon les drivers, c'est lié aux injonctions. Alors il y a des injonctions Ouais, directes et des indirectes. Une injonction directe, c'est, bah, par exemple, quand un père dit à son fils, «Un homme, ça ne pleure pas». ouais. Ça, c'est une injonction directe qui t'amène vers du «sois fort». Est-ce que ton Maint père te l'a dit, toi? Ah oui, 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 oui. Alors je vais te partager un truc, j'en ai parlé à très peu de personnes, jusqu'ici, mais l'émotion la plus intense de toute ma vie, ça a été voir la tête de mon fils aîné passer pendant l'accouchement. Ouais, Et donc là, émotion totalement incontrôlable, insubmersible. Alors, la joie extrême, hein, ouais, ouais, évidemment, ouais, mais absolument incontrôlable. Donc je ne savais plus me contrôler, me gérer, en sanglots, total, mais de joie, ouais. et je me souviens que quelques minutes après, bon, on avait fait le nécessaire, et cetera. Donc je vais dans le couloir pour, bah, appeler mes parents et leur annoncer la bonne nouvelle. Et puis, j'ai mon père en ligne et il me dit: «Beh, on ne pleure pas pour ça, So». Oh waouh! Voilà, tu vois le truc? Donc Ouais. tu vois, c'est vraiment, Mmh. super ancré, et donc voilà, ça, c'est des injonctions directes. Après, bon, bah, il y a des injonctions, qui sont indirectes et je vais donner peut-être l'exemple qui peut être le plus triste pour un enfant, c'est la perte d'un parent. Ouais. Quand tu es enfant, que tu perds un parent, on ne te dit rien, mais globalement, ça te donne des injonctions que, bah, quelque part, tu dois pouvoir donner de l'amour ou aller chercher de l'amour, enfin, et cetera, Mmh. ou être utile aux autres. Et donc, des injonctions, quoi qu'on fasse, on en a. Et donc, c'est naturel et les drivers sont dérivés finalement de ces injonctions, quoi. C'est ça et comment, est-ce que c'est en travaillant sur soi justement qu'on arrive à déconstruire ces injonctions-là? Ou est-ce qu'il y a un truc, tu sais, moi je suis un peu convaincue qu'il y a plein de choses qui, dans le modèle sociétal général qu'on inculque à tout le monde, doivent un peu changer. Mais donc ça doit être un mouvement qui est Mmh. sociétal. Mais donc, tu sais, elle est où la limite entre, je peux faire ce travail pour moi-même et donc
ça va peut-être rayonner aussi sur les autres et donc je vais peut-être aussi moi arriver à mettre avec ma petite patte un peu de changement versus là, en fait, c'est au-delà de ma limite et c'est le modèle qui doit changer de lui-même et moi je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. L'impact collectif versus Mais individuel? globalement, je pense que, une fois que tu es driver, tu n'en changes pas. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir les réguler Mmh. et de pouvoir aussi, à un moment donné, se rendre compte quand il y a quelque chose qui est pas OK. Ouais, Et tout à l'heure, bah, je parlais de besoins, de sentiments, enfin d'émotions, de valeurs. En fait, tout ça est intimement lié. Et donc, quand tu commences, même en auto-coaching, hein, donc il y a pas toujours forcément besoin d'aller ouais, chercher de l'aide pour ça, mais dès que tu as une émotion qui est hyper forte, ça veut dire que derrière, il y a eu un besoin qui était soit de rencontrer, soit de pas rencontrer. Et ouais, donc émotion positive, besoin rencontré, émotion négative, besoin de pas pas rencontrer. rencontré. Et derrière, bah, là, ça peut être: «Oui, mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a dérangé là-dedans?» ou «Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti si bien là-dedans? Et quelles sont les valeurs qui sont liées à ça et comment ça fonctionne?» Et puis, c'est là que potentiellement, on peut commencer à aller mettre le doigt sur des croyances. Et une fois alors qu'on commence à mettre le doigt sur des croyances, bah, on peut commencer à essayer de les déconstruire. Et Mmh. c'est là alors qu'on peut commencer à véritablement évoluer, quoi. Est-ce que tu dirais que ça demande du courage de se se regarder soi-même? Heu, je sais pas si c'est vraiment du courage, mais il faut déjà, en tout cas, prendre conscience qu'il est important de pouvoir aller creuser dans ce qui se passe quand il y a des choses qui sont pas OK. Ouais. Voilà, et c'est quelque chose qui est pas forcément inné parce que, bah, ça, on ne nous l'inculque pas forcément. Mmh. Pas du tout, je dirais même. Voilà, bon, ça peut peut-être parfois dépendre des milieux et peut-être des générations, hein. Peut-être que nos enfants seront plus sensibles à ça et Mmh. que ce sera transmis autrement. Mais en tout cas dans ma génération, ouais, c'est quelque chose qui est pas du tout en place, C'est ça, naturellement, quoi, hein. ouais, ouais. Toi, tu justement, tu as 2 enfants, tu me disais c'est Mmh. 2 garçons. Tu leur as déjà dit, «Un homme, ça pleure pas»? Non, Donc tu vois, tu quelque part, non. leur inculques quelque chose de différent, en fait. Oui, oui, mais voilà, il y a des injonctions que je leur donne aussi, Ouais, de manière involontaire ouais. et donc voilà, le tout, c'est d'essayer d'être le plus délicat et Mmh. voilà, Oui et puis ce sera à eux aussi, quand ils seront adultes, de voir un peu le chemin qu'ils ont envie de bien sûr. d'avoir. Est-ce que tu crois parce que ça, c'est souvent, une conversation que j'ai, et notamment avec des amis qui sont, bah, des mecs, ce truc de: «Ouais, mais le développement personnel, ça sert à rien, c'est hyper nombriliste, pourquoi est-ce que j'irais me regarder moi?» Et moi, je suis foncièrement convaincue que quand tu vas à l'intérieur de toi, en fait, après, tu arrives à être mieux avec les autres. Tu arrives à être meilleur pour le monde aussi parce que comme tu te connais mieux et comme tu te gères mieux toi-même et comme du coup tu vas pas avoir des comportements pour compenser tes besoins ou tes traumas, tu seras beaucoup plus sain envers les autres Oui, et donc tu vas inculquer quelque chose de plus dans une dynamique collective qui va pour moi être plus sain. Pour moi, c'est un cheminement vers le collectif, tu vois, l'individuel oui, et quand je parle avec des amis mecs, souvent c'est: «Mais non, le truc individuel, c'est juste hyper nombriliste. Si tu veux faire du collectif, va dans le collectif directement, faire du collectif». Tu vois, on a souvent ce débat et c'est quoi ta position, toi, par non, rapport à non, ça? clairement, l'individuel est le point de départ. Mmh. D'ailleurs, c'est bien simple. Bon, finalement, quand je donne des formations sur le modèle Insight en entreprise, je leur dis: «Le point de départ, c'est vous». Parce que déjà, apprendre à mieux se connaître soi-même, à mieux savoir qui on est, à Mmh. mieux comprendre finalement pourquoi aussi j'ai telle ou telle émotion qui ressort, qu'est-ce qui est lié derrière comme besoin, comme valeur, bah, c'est ce qui permet de mieux s'aligner soi-même, donc d'être plus serein, d'avoir plus d'émotions positives et donc inévitablement, ça, on le rayonne. Mmh. Et avant de vouloir, se connecter aux autres, bah, faut être conscient de son propre pilote automatique, Ouais. de savoir ce qu'on va faire. Et je donnais un bête exemple. Bah, moi, j'ai toujours été orienté résultat, donc le fait de vouloir avancer, d'être hyper engagé, voilà, d'avoir du mouvement et ça me semblait naturel. Mais on est chacun, soi-même et son propre excès, hein, on est les 2 faces d'une même pièce pour ne Ouais. pas le dire à l'envers. Bah, ça, tirer à l'excès, ça veut dire que potentiellement, bah, j'étais quelqu'un qui, tirait sans même me rendre compte qu'il y avait des gens qui voulaient pas suivre. Donc il y Mmh. avait un côté, autoritaire qui pouvait être lié à ça et Ouais. cetera. Et donc tant que tu as pas fait ce travail sur toi, bah, tu prends pas conscience de ce genre de trucs-là, Mmh hein. mh. Mmh. Et donc ça a été notamment, bah, la toute première prise de conscience quand j'ai eu ma 1re formation sur le sujet, en tant que jeune manager et je dois avouer que je me suis pris une grosse claque dans la figure, hein. Mmh. Parce que je me suis rendu compte que certains pouvaient dire que, finalement le comportement que je pouvais avoir, bah, ça pouvait être limite tyrannique
Je dis: «Waouh, le mot est fort, quoi, Mmh. c'est énorme» et j'avais jamais eu Mmh. ce sentiment-là, mais j'avais l'impression qu'en essayant de faire bouger les choses et tirer les gens avec moi et allez, on va y Mmh. arriver, on va faire le résultat et cetera, que forcément c'était quelque chose de bon, mais en fait, de nouveau, quand tu es dans l'excès de quelque chose de bon, ça va plus Ouais, c'est ça, c'est toujours une question de et donc curseur. ouais, on est vraiment le point de départ, donc travaillons déjà sur nous et quand tout le monde travaille sur soi, bah, forcément se connecter, c'est déjà beaucoup plus facile. Ouais, ouais, ça je suis foncièrement Mmh. convaincue de ça aussi. En fait, dans ce que tu dis, tu vois, le côté, tiens, en fait, ça pouvait être un peu tyrannique et tout pour les gens. Je crois qu'il y a un truc de il y a beaucoup de managers qui sont pas formés au management, Mmh mh. qui ont peur aussi de se former parce que du coup, ça renvoie à qui on est et en fait, moi, ce que j'ai envie de leur dire à chaque fois, c'est: «Ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est simplement que là, on a justement, comme tu dis, tu vois, mis son curseur trop loin ou pas pris assez conscience des besoins des autres qui sont différents des nôtres Oui. et qui font qu'on va avoir des comportements qui peuvent paraître toxiques pour certains, mais en fait, ça fait pas de nous une personne toxique, ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Et souvent, il y a un peu un espèce de frein à vouloir se regarder parce que tu as trop peur justement de dire ah bah oui, mais en fait, je suis une mauvaise personne, etc. Enfin, tu vois ce que je veux Oui. dire? Oui, ben, je le comprends d'autant plus fort que finalement, quand j'ai vu les côtés, négatifs que les autres pouvaient percevoir en moi, ça a fait mal quelque part. Ouais. C'est venu titiller, mais effectivement, personne ne naît manager. Mmh. Voilà et si on le fait juste entre guillemets, «comme on le sent», bah, en fait, naturellement, on va tomber dans le pilote automatique que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va toujours faire les choses de la même manière et Ouais. donc il y a des personnes avec qui ça ira très bien, mais des personnes qui ont des préférences opposées aux nôtres, bah, en fait, ils vont pas aimer du tout. Mmh mh. Et donc il faut absolument pouvoir travailler ça et c'est vrai que le faire à l'ancienne où, entre guillemets, «le meilleur vendeur devient le chef des ventes», quand il y a besoin d'avoir un nouveau responsable, bah, ça c'est l'ancien modèle, mais c'est fondamentalement pas le même métier Mmh. et donc il faut se former à ça, tout Ouais, simplement. ouais. La formation, c'est important. Le Ah bah oui, développement bah, personnel, c'est c'est important. essentiel, c'est essentiel. Mais je suis assez, d'accord avec toi. Si tu devais parler au Jean-Michel qui a commencé à travailler, tu disais, à 23 ans, presque, après 8 mois, tu étais presque en burn-out, enfin voilà, tu as été loin dans tes limites aussi. Si tu devais lui parler à lui aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire à l'époque? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il sache à l'époque? J'aurais aimé, qu'il sache que finalement, il est vraiment important de pouvoir prendre conscience de ce dont on a vraiment besoin. Mmh. Et de ne pas, juste prendre des jobs pour dire: «Je prends un job parce que j'ai besoin, je prends ci, je prends ça», mais de fondamentalement pouvoir dire: «OK, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'ai comme contribution naturelle au monde? Qu'est-ce que je peux faire de positif?» mais surtout, de quoi j'ai besoin? Mmh. Parce que finalement, le travail, c'est l'activité à laquelle on consacre le plus de temps sur une semaine, Ouais. et c'est curieux, mais je vois encore beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas à: «Tiens, comment je peux faire pour que ce temps-là soit un temps positif pour moi?» Dans toutes les activités qu'on va faire en dehors, on va chercher à faire seulement des trucs qui nous plaisent, hein. Je vais aller faire tel sport, tel machin, telle Ouais. activité, et on va chercher de l'épanouissement là-dedans et en fait, dans le boulot, pas encore et donc Mmh. moi-même, je cherchais pas spécialement l'épanouissement dans le boulot et donc je dirais, Jean-Michel, cherche avant tout ce qui te permettra de t'épanouir dans le boulot. Mmh. Ça m'aurait évité que ça prenne 16 ans pour le faire, mais c'est peut-être finalement ce trajet qui fait, qui je suis aussi aujourd'hui Mmh. et qui fait que je peux rayonner ce que j'essaye de rayonner, quoi. Oui et qui a certainement contribué aussi à cette déconstruction que tu as fait par C'est après. bien possible, À ouais. te dire aussi: «Bah, en fait, je veux pas continuer comme ça». J'ai l'impression que malheureusement, tu vois, moi, pour, avoir essayé pendant des années enfin des années, ça fait 3 ans, tu vois, que je suis dans tout ce qui est prévention à l'épuisement pro et en fait, souvent, moi, quand je vais si je fais des workshops sur l'épuisement, bah, en fait, j'ai des gens qui sont déjà épuisés Mais bien sûr. et donc c'est pas de la prévention, tu vois? Mmh. Comment on fait pour pas être obligé de se prendre le mur avant de comprendre et avant de travailler sur soi justement? Est-ce que là, tu as une réponse à ça? Alors c'est compliqué parce que bon, on a chacun de nouveau des préférences différentes, des drivers différents et Ouais. cetera. Mais je pense que si on est au moins à l'écoute de ses émotions, Mmh. on peut alors sentir qu'à un moment donné, la balance n'est plus équilibrée entre émotions positives et négatives. Mmh mh. Et à partir du moment où tu as beaucoup trop d'émotions négatives, Mmh. ça veut dire que inévitablement, tu as des besoins qui ne sont pas rencontrés, tu as tes valeurs
qui sont, quelque part, piétinés, Ouais, et ça, c'est le signe que tu vas droit dans le mur, en fait, hein. ouais et qu'il faut réagir. Ouais, d'urgence. Écoute, Jean-Michel, merci beaucoup. J'ai adoré cet épisode avec toi. Dernière petite question qui est un peu qui est la question signature du podcast, mais j'ai envie de la formuler différemment aujourd'hui Mmh. parce qu'avant, je demandais toujours à tous mes invités, pour toi, à quoi il doit ressembler le travail de demain. Mais c'est hyper vaste comme question. Donc là, j'ai envie de recentrer un peu cette question signature en te disant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le travail et qu'on devrait vraiment arrêter de faire? Bonne question. Hem, alors je pense que c'est déjà en partie en évolution ou en tout cas certainement dans la nouvelle génération au niveau des attentes, mais c'est d'arrêter de voir une forme de pouvoir dans la relation entre un candidat et un employeur potentiel. Mmh. Parce qu'en fait, de chaque côté de la table, il y a une offre et une demande. Mmh. Et en fait, bien souvent, et ce que moi j'ai vu, dans ma propre carrière, c'est que en gros, bah, l'offre, enfin la demande de l'entreprise, elle est très claire. Ce que le candidat a à offrir, c'est très clair, hein, c'est ça, voilà, telle compétence et cetera, mais ce n'est que la moitié du chemin. Ouais. Alors, en général, dans ce que l'entreprise va offrir, il y a des infos, hein, oui, tel salaire, tel avantage, et cetera. Mmh. Mais ça, pour moi, ce n'est finalement qu'une partie parce qu'il y a Ouais. tout le côté en dehors de tout ce qui va être niveau d'autonomie, enfin des choses dont les gens auront plus ou moins besoin. Ouais. Et donc, de pouvoir décrire beaucoup plus clairement le cadre de travail et de ce qui sera possible ou pas. Et surtout, évidemment, au niveau du candidat, d'avoir un point de vue clair sur ce dont il a besoin Mmh. et que ses attentes, ça se limite pas à un salaire et des conditions, parce que de toute façon, ça, ce sont des conditions extrinsèques, donc c'est pas enfin des motivateurs extrinsèques. Mmh. Donc oui, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Ouais. Le plus important, c'est comment je vais me sentir dans le truc et comment je vais pouvoir, naviguer là-dedans et est-ce que je me vois finalement, m'engager, à long terme. Et donc je pense qu'il faut mettre beaucoup plus les choses sur la table, et en mode quelque part d'égal à égal parce que Mmh. je pense aussi que pour une entreprise, bah, recruter quelqu'un qui ne pourra pas se plaire chez nous parce que, bah, il ne va pas trouver son environnement de travail idéal, Mmh. bah, c'est une perte pour l'entreprise aussi, hein. C'est une Ouais. perte pour tout le monde, en fait. Ouais, ouais, c'est une Voilà, perte de temps, une perte d'argent, une perte exact. et parfois ça détruit aussi, la Bien sûr. confiance. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, le truc Ouais, d'être fainéant et cetera. C'est des ouais, choses aussi qui peuvent détruire la confiance ouais, de quelqu'un donc et ouais. puis après il faut se relever de ça donc Donc pouvoir avoir beaucoup plus de transparence, ouais. parce que finalement, bah, c'est une collaboration, hein, que Mmh. voilà. Mais j'aime beaucoup cette vision, tu dis d'égal à égal et je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers là et où il y a Oui, beaucoup d'entreprises qui sont très réticentes en disant: «Ouais ça va, c'est nous qui avons le pouvoir». Mais effectivement, je crois que redistribuer un peu ce pouvoir et être dans une relation d'égal à égal, je pense que ça oui, nous permettra de construire, des rapports au travail qui ouais. seront plus durables. Et j'ai juste une petite anecdote, si tu permets encore à te partager. Allez, Je d'accord. discutais ici il y a pas très longtemps, avec, une personne qui est CEO dans sa société et il m'a dit: «En fait, j'ai un candidat qui m'a scotché». J'étais littéralement sur le derrière parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que c'était moi qui est sous le grill parce que c'est Mmh. lui qui me bombardait de questions et à la fin, ce candidat m'a dit: «Bah, je vous appelle dans 2 jours pour dire si c'est OK pour moi». Donc c'est signe, tu vois? J'adore. C'est signe que effectivement les attentes, en Ouais. tout cas au niveau de la nouvelle génération est là. Donc les entreprises vont devoir, s'adapter aussi et je pense que cette mouvance-là est quelque chose de positif, d'être en tout Mmh. cas vraiment clair et aligné sur le fait de: est-ce qu'on se voit collaborer sur du long terme Mmh. ensemble? Est-ce qu'on a tous les éléments pour que ça se passe bien et qu'on soit épanoui et content de la situation? J'adore. On va terminer cet épisode sur ça. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah bah, me souhaiter, bah, de continuer de pouvoir vivre de cette passion finalement, hein, parce que Mmh. c'est devenu un métier passion. Parce que je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir, en tout cas sur le plan professionnel Ouais. et de pouvoir, finalement continuer mon cheminement, de développement personnel. Eh Voilà. ben, on te souhaite de continuer ce cheminement. Merci bien. Moi, pour tous nos auditeurs, en description de cet épisode, je mettrai les liens, vers tes contacts, Ouais. tu un je sais pas si tu as un Oui, site oui, ou j'ai un site web, puis on peut me trouver sur LinkedIn aussi notamment, donc voilà, donc je on mettrai peut me tout trouver ça. facilement, ouais. Parfait, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Comme ça, Super. si nos auditeurs veulent, te retrouver, se renseigner sur qui tu es, te poser des questions, bah, évidemment, Avec grand plaisir. ils pourront le faire. Jean-Michel, merci beaucoup Merci à toi pour ce Marie. petit moment. Et pour vous, chers auditeurs, bah, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, nous dire ce que vous avez pensé, poser vos questions. Enfin voilà, n'hésitez jamais à interagir. Moi, ça me permet toujours de pouvoir après un petit peu comprendre ce que vous aimez dans vos oreilles tous les lundis matins. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.